Bono de Montono. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Je fais quelques petites annonces et je vous reviens. Alors je vous rappelle le spécial de la soirée. Si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de Raphaël, ce soir vous recevrez gratuitement une cassette de l'une de ses conférences au choix. Alors ce spécial ne durera pas, profitez-en. La prochaine conférence de Raphaël aura lieu le samedi, donc samedi prochain à 20h et aura pour titre l'éducation à 3 dimensions. Dimanche 17 août, séminaire d'une journée donné par Raphaël. Le sujet de ce séminaire est pour comprendre le sommeil. Donc séminaire intensif de 10h à 18h, dimanche le 17. Et on nous dit en substance que l'homme passe un tiers de sa vie à dormir. Certains passeront des nuits agitées, d'autres aussi profondes que la mort. Comment profiter du sommeil pour se régénérer? Quelle est la part des rêves et des cauchemars? L'homme peut-il continuer à grandir lorsqu'il se retire de sa réalité ordinaire? Une journée qui peut changer une grande part de votre vie, celle où vous dormez. C'est intéressant comme programme. Alors aujourd'hui, Raphaël, il devrait être question de l'agressivité. Alors les discussions vont aller déjà bon train dans la petite salle tout à l'heure. Et puis les gens se posaient la question s'il y avait lieu de faire une nuance entre de l'agressivité, de la violence et de la combativité. La question est intéressante, puis ça va nous permettre de prendre justement une tangente peut-être un peu plus approfondie du sujet, parce que c'est un sujet très intéressant, se servir de l'agressivité. Mais c'est en même temps un sujet bidon. C'est-à-dire qu'on peut très facilement parler 1 heure sur se servir de l'agressivité et au terme de cette heure, n'avoir rien dit. Et pas être plus avancé qu'on ne l'était au départ. C'est pourquoi aborder des sujets de cette espèce nécessite que l'on fasse quand même intervenir une étude un peu plus approfondie, comme je viens de vous le dire, de la psychologie, j'oserais presque dire une psychologie des profondeurs, et une étude qui va être, et ça vous allez me reconnaître là, génétique, c'est-à-dire aller à la genèse de cette histoire. Et si on fait l'effort, évidemment, ça demande un peu d'effort, ça demande de cataloguer certaines choses, mais si on fait cet effort-là, par la suite, on est en mesure de répondre s'il y a une différence entre combativité, agressivité, violence, où est-ce que ça se situe, cette différence, et comment on peut justement se servir de cette énergie qui peut-être a la même origine, peut-être se manifeste sur le même plan, mais est assimilée et intégrée et est utilisée par l'homme d'une manière différente. Alors, pour ce faire, il va donc falloir retourner à certaines considérations de base qu'on a déjà abordées dans les conférences précédentes, mais qui est toujours bon de remettre en place pour essayer de comprendre ce qu'est l'homme. Donc, qu'est-ce que l'homme? Évidemment, c'est la question fondamentale que tous les philosophes se sont posés depuis le début du monde. Qu'est-ce que l'homme? Pour répondre à cet adage ancien, connais-toi toi-même, ô homme, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, la réponse, elle a été donnée dans différents systèmes de philosophie, dans différentes religions. Fondamentalement, on a toujours divisé l'homme en différentes portions, en différents niveaux de conscience. Alors, essentiellement, ça se résume assez simplement aux 3 noms que l'on connaît très bien. L'homme est à la fois un corps, une âme et un esprit. Si on comprend ça, corps, âme et esprit, et si on comprend les liens qui existent entre ces différents corps, entre ces différentes âmes et entre ces différents esprits, et qu'on commence à reconnaître comment l'homme doit devenir maître de lui-même, en assimilant et en contrôlant progressivement ces 9 aspects finalement de lui-même, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, eh bien là on comprend comment une énergie comme celle de l'agressivité à l'intérieur de la psychologie de quelqu'un est une chose très importante. Mais on comprend aussi comment on peut apprendre cette force et l'utiliser dans la direction que l'on désire. Bon. Alors, si on fait un bref retour en arrière sur des considérations qu'on a déjà données dans des conférences antérieures, eh bien, on peut cataloguer l'homme comme ceci. Il est un corps, mais pas un corps simplement comme on le voit extérieurement. Il est un corps physique, chimique, que l'on voit extérieurement. Il est aussi un corps éthérique, que certains appelleront un corps vital, et il est aussi un corps émotionnel ou un corps astral. Bon.
Ça, c'est les 3 dimensions au niveau de la personnalité de l'homme. Il y a ensuite 3 dimensions au niveau de l'esprit, qu'on appelle, suivant les différentes terminologies, employons la terminologie de Steiner, on ne l'a jamais employée ici, un moi spirituel, un esprit de vie et un homme-esprit. Donc, il y a trois paliers énergétiques dans la dimension de l'esprit. Bon, habituellement, la terminologie qu'on utilisait, c'était esprit humain ou esprit vital et esprit divin. Ça coïncide avec l'anthroposophie steinérienne et il faut se référer à Steiner au niveau de considérations psychologiques comme celle-ci pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que lui a fait, au début du siècle, c'est un instructeur Rose-Croix, il a très bien développé, et d'ailleurs on en reparlera au niveau de l'éducation la semaine prochaine, il a très bien développé une analyse scientifique qu'il dit anthroposophique de l'homme, où on comprend bien les mécanismes psychologiques qui se passent. Alors il emploie donc, je répète, les 3 termes suivants, moi spirituel, esprit de vie et homme-esprit. Quand vous entendrez un conférencier qui vous parle de l'homme-esprit, c'est steinérien. C'est une expression steinérienne et c'est la plus haute dimension, si vous voulez, de l'esprit. Et ensuite, entre cet esprit et ses corps, ou ses esprits et ses corps, il y a l'âme ou les âmes. Alors, il y a une âme qu'on appelle l'âme consciente, il y a une âme qu'on appelle l'âme intellectuelle et une âme qu'on appelle l'âme émotionnelle. Bon. Comment tout cela s'articule maintenant ensemble? Évidemment, nous sommes un être humain. Nous avons une intégrité, nous avons une unité dans notre constitution, et tous ces différents paliers d'énergie ou ces paliers vibratoires-là sont en relation les uns avec les autres. Si on regarde comment les choses se manifestent, on se rend compte d'un élément très important au niveau de l'évolution. Pendant la période d'involution, c'est-à-dire pendant la période où notre conscience a été orientée vers l'incarnation, vers une descente dans les plans matériels, eh bien, progressivement, on s'est constitué des corps. On a constitué notre corps chimique, physique, on a constitué notre corps vital, on a constitué notre corps émotionnel ou astral. Et durant ce temps-là, les trois gaines de l'esprit que qu'on s'était développées bien auparavant dans une période d'involution, ces 3 gaines d'esprit sont descendues, se sont progressivement incarnées. Et c'est au moment de l'Atlantide, 4e étape dans le processus de notre période d'évolution actuelle, de l'incarnation actuelle de la Terre, c'est durant la période atlantéenne, 4e étape, donc, que l'homme a été fusionné. C'est-à-dire que l'esprit ou les esprits de l'homme ont pris contact avec les corps et ont constitué une unité, l'esprit à l'intérieur du corps. Nous sommes les seules créatures sur cette planète à avoir une dimension esprit qui est incorporée dans le corps. Alors, ça s'est produit à la 4e période, comme ça se produit au niveau de la gestation, à l'intérieur de la mère, au 4e mois. En récapitulation avec la 4e phase, qui était la phase atlantéenne. Quoi qu'il en soit, ça s'est produit à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé à se développer chez l'homme, ce qu'on appelle le moi, ou ce que d'autres vont appeler l'intellect ou le mental. Ce moi a commencé à se développer, et c'est à partir de ce moi, qui est, si vous voulez, le point central de la chose, que tranquillement l'homme commence à prendre maîtrise de ses propres dimensions. C'est-à-dire qu'il commence à retrouver ses esprits, ces 3 esprits, qu'il commence à maîtriser ses corps et qu'il commence à constituer dans son âme une réserve d'énergie qu'il pourra utiliser pour son travail. Autrement dit, il y a l'esprit, cette zone éternelle en l'homme, il y a le corps, cette zone temporelle, et il y a l'âme qui est divisée en 3, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une espèce de réceptacle, comme une espèce de vase. Et ce vase s'emplit d'énergie. À mesure que l'esprit commence à dominer son corps, à mesure que l'homme-esprit commence à contrôler son corps physique, il déverse, si vous voulez, de l'énergie dans la dimension qu'on a appelée l'âme consciente. À mesure que l'esprit de vie, ou l'esprit vital, commence à contrôler son corps vital, son corps éthérique, par le rituel, par les religions qui ont été sur cette planète, eh bien, tranquillement, l'âme intellectuelle se remplit d'énergie. Et à mesure que l'esprit humain, ou si on a dit tout à l'heure le moi spirituel, commence à contrôler son corps astral, eh bien là, c'est l'âme émotionnelle qui se remplit d'énergie. Le mécanisme d'évolution dans lequel on est en train de travailler maintenant se produit et est à des étapes différentes par rapport aux différents individus, c'est sûr. Mais on commence toujours par un travail sur le corps astral, sur le corps émotionnel. C'est là que l'œuvre commence, si vous voulez. C'est-à-dire que la première dimension en l'homme qui s'éveille vraiment, c'est le moi spirituel, ou si vous voulez, c'est l'esprit humain qui commence à s'exprimer. Et cet esprit humain
en commençant à irradier, va commencer à aller investir le corps astral. La première dimension en l'homme qui sera contrôlée, qui sera dirigée par l'esprit, c'est son corps émotionnel, c'est ses émotions. Et c'est le sujet de ce soir. C'est pourquoi je vous fais cette introduction, pour vous situer dans le cadre général de l'évolution. Donc, l'esprit commence à prendre contrôle de son corps émotionnel dans une première étape et remplit l'âme émotionnelle, c'est-à-dire dynamise, met une énergie qui sera plus tard disponible pour les travaux de l'esprit dans ce réceptacle qu'on appelle l'âme émotionnelle. Et tranquillement, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit devient le régent de cette dimension en l'homme qui est le corps émotionnel, sur lequel on va revenir tout de suite après, puisque c'est ça le sujet de ce soir. Par la suite, l'esprit de vie va prendre contrôle de son corps éthérique, de son corps vital. Il va complètement l'assujettir à son pouvoir, à son autorité. Et finalement, l'homme-esprit va arriver à prendre un plein contrôle de son corps physique. C'est pourquoi j'ai un ami justement cette semaine qui est allé voir le film de Sat Prem sur l'homme, et puis il s'étonnait du fait que on met une insistance extraordinaire sur le corps physique. Sri Aurobindo, dans toute sa théorie du supramental, met une insistance extraordinaire sur le corps physique. Parce que c'est l'étape finale, c'est l'étape ultime. Lorsque l'esprit, l'homme-esprit, prend contrôle de son corps physique, c'est-à-dire qu'il éveille la dimensionnalité supramentale qui régit le corps physique, c'est la dernière étape de l'évolution. Première étape, on commence par s'approprier le corps émotionnel. Deuxième étape, le corps vital. Et troisième étape et ultime, le corps physique. C'est pourquoi, chez ces auteurs comme Sri Aurobindo, le corps physique devient la chose la plus importante. Et vous allez retrouver la même correspondance lorsqu'on dit celui qui se sera le plus rabaissé sera élevé. Bon, le corps physique, c'est la dimension à l'intérieur de l'être humain qui est la plus basse dans le taux vibratoire. Et c'est elle qui sera la plus élevée. C'est elle qui en fait a la plus grande importance. Donc, ça s'opère comme ceci. Nous en revenons donc maintenant, et on peut, je pense, l'aborder, le sujet de ce soir, et répondre à votre question, le sujet de l'agressivité. L'agressivité se situe à l'intérieur d'une dimension en l'homme qu'on appelle le champ astral, qu'on appelle l'énergie émotionnelle. Donc, premier espace vibratoire qui va être dirigé et qui va être maîtrisé par l'esprit, par une des dimensions de l'esprit qu'on appelle le moi spirituel. Ceci étant dit, eh bien, on peut se demander une question qui est très importante. Si l'esprit tente, par la voie de l'évolution, de venir prendre le contrôle de ses corps et de tirer ou d'extraire de ses corps l'énergie de l'âme, ça veut donc dire que, a priori, les corps de l'homme ne sont pas sous la domination de son propre esprit. C'est-à-dire, autrement dit, l'homme n'est pas maître chez lui, n'est pas maître à l'intérieur de sa propre psychologie. Voilà le point central auquel on arrive finalement lorsqu'on fait une étude ésotérique de la constitution psychologique, si vous voulez, de l'homme. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à vous dire la semaine dernière, et là-dessus, on fera un lien avec la conférence de la semaine dernière où je vous disais, l'homme est sujet à des passions, l'homme est sujet à toutes sortes de bébelles, d'amusements qui lui sont donnés pour qu'il avance, et en fait, ce n'est pas lui qui contrôle, ce n'est pas lui qui a la maîtrise de ses passions, de son énergie, finalement, émotive, comme ce ne sera pas lui qui aura la maîtrise de son énergie au niveau de l'agressivité. Parce que, à l'intérieur de l'homme, il y a ce qu'on appelle, et j'avais pris le terme la semaine dernière, il y a des princes étrangers. Et ça, c'est connu par les initiés, par ceux qui savent, par ceux qui sont vraiment dans la science depuis très longtemps, puisque l'initié égyptien Moïse avait déjà codifié dans la Torah une allégorie qui parle justement de ça, la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est cette étape où le peuple choisi, le peuple élu, c'est nous le peuple élu évidemment, c'est la race aryenne finalement, ou les différentes races aryennes, plus spécialement la 5e, la nôtre, eh bien le peuple élu se libère du prince étranger, de Pharaon. Bien, nous sommes exactement dans cette étape de notre évolution. Nous sommes dans l'étape où, actuellement, nous sommes esclaves et assiégés. Notre ville, notre être est assiégé par Pharaon, est assiégé par un prince étranger qui n'aurait pas normalement autorité sur nous, mais qui a pris le pouvoir de par la force et qui trône vraiment
sur nos corps et il trône sur tous nos corps, c'est-à-dire sur notre potentialité, sur nos outils, sur notre pouvoir d'agir dans le monde. Et ce que Moïse a ressenti, Moïse veut dire en hébreu « sauver des eaux ». Moïse, c'est celui qui se sauve des eaux, c'est-à-dire c'est celui qui réussit à émerger de l'astral, de l'émotionnel, parce que l'émotionnel a toujours été représenté dans les textes traditionnels par l'eau. Alors, vous voyez chez les Orientaux le dragon qui sort de l'eau. À chaque fois que vous voyez une masse d'eau, Pythagore, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans des conférences précédentes, amenait ses disciples près d'un lac lorsqu'il était calme. Et il disait, il faut que votre intérieur devienne aussi calme que ce lac pour que les plans supérieurs se réfléchissent. Hein? Alors, il utilisait encore l'eau, parce que Pythagore savait très bien que les futurs adeptes qu'il était en train d'entraîner devaient, dans un premier temps, être en mesure de maîtriser leur corps émotionnel, leurs émotions. Bon. Alors, il se servait de l'image de l'eau. Tout ça pour vous dire que Moïse, le sauvé des eaux, c'est l'homme qui, un jour, en arrive à sortir de cet émotionnel, à être capable de prendre une certaine distance. C'est le sauvé des eaux. Et alors, sur le mont Horeb, c'est-à-dire au niveau de la tête, puisque dans les textes bibliques, lorsqu'on parle d'une montagne, c'est toujours la tête. Hein? C'est les 7 montagnes, par exemple, que vous retrouvez au niveau de Babylone, de la Nouvelle-Jérusalem, c'est toujours les 7 points d'observation qu'il y a au niveau de la tête. Les 2 yeux, les 2 narines, la bouche, les 2 oreilles. Bon. Alors, lorsqu'on parle dans la Bible d'une montagne, c'est la tête. C'est-à-dire, c'est là que siège le dirigeant, si on veut, du corps, bon, au niveau du cerveau, c'est bien certain. Alors, lorsqu'on dit que Moïse, sur le mont Horeb, reçoit de Dieu le mandat d'aller libérer le peuple hébreu des mains de Pharaon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, le sauver des eaux, nous-mêmes, lorsqu'on arrive à prendre une certaine distance par rapport à nos émotions, au niveau de notre tête, au niveau de notre cerveau, on perçoit l'impulsion de l'esprit intérieur, qui est Dieu. Hein? L'esprit, c'est une parcelle, si on veut, de ce que dans les milieux spirituels, on appelle Dieu. Mais en fait, c'est aussi la totalité, puisque l'absolu, lorsqu'on en fait une fraction, on reconstitue la totalité. Donc, l'esprit intérieur qu'on a, la partie éternelle qui est en nous, cette partie, elle est la divinité dans sa totalité aussi. Alors, on reçoit un message de cet esprit en nous, au niveau de la tête, qui nous dit: maintenant, tu vas libérer le peuple hébreu, le peuple choisi. C'est-à-dire, tu vas libérer ton propre corps. Tu vas libérer les légions de cellules qui constituent ton corps et qui sont en fait des intelligences en évolution. Bon. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on entreprend la traversée de la mer Rouge. C'est à partir de ce moment-là aussi que les 10 plaies d'Égypte s'abattent sur Pharaon. C'est-à-dire que si je vous fais une comparaison, je vous dirais que à l'intérieur du cerveau, actuellement, nous sommes assiégés par des intelligences, notamment lucifériennes, notamment arimaniennes, plus d'ailleurs arimaniennes que lucifériennes, et différentes autres catégories d'intelligence qui, sur les plans subtils, ont une facilité à manipuler le cerveau de l'homme. Parce elles ont eux-mêmes, ces intelligences, collaborer à la construction du cerveau de l'homme et des différentes composantes des corps inférieurs de l'homme. De telle sorte que, étant d'une certaine manière les spécialistes de ces dimensions nerveuses, ils assiègent, ils contrôlent. Alors, ces intelligences contrôlent actuellement l'homme. Ils le contrôlent jusqu'à ce que les 10 plaies d'Égypte s'affaissent sur eux, c'est-à-dire jusqu'à ce que, évidemment dans la Bible on parle de la mort des premiers-nés et des familles égyptiennes, on parle des grosses mouches, des grenouilles, il y a 10 plaies, les tumeurs, etc., les ulcères. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des corps de l'homme, il se produit des bouleversements, c'est-à-dire que l'esprit vient tester. Dans le tarot, c'est la tour qui est foudroyée par le soleil. Alors le corps physique est testé, et les différents corps sont testés et sont un peu foudroyés par l'esprit pour épurer, pour nettoyer. Voilà ce qui se passe. On appelle ça les 10 plaies d'Égypte. En fait, c'est, si on voulait être très très précis, c'est les cliphotes là, dans la Kabbale, et c'est l'épuration des 10 cliphotes de la Kabbale, c'est-à-dire les 10 visages négatifs de l'esprit, si vous voulez. Et après cela, on peut prendre le pouvoir. Alors, ce qui compte à l'intérieur de ce type d'évolution, c'est de chasser ceux qui nous assiègent, de chasser les princes étrangers et de prendre pouvoir sur notre propre nation, qui est constituée de nos cellules et de nos différents niveaux d'énergie physique, vitale et astrale. Et ça se fait évidemment de manière relativement complexe. C'est pas facile, c'est pas donné, ça. Il faut livrer un combat.
Hein? Lorsqu'une ville est assiégée, qu'on veut reprendre le pouvoir, c'est un combat qu'il faut mener. Bon. Alors, au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'agressivité, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'agressivité en l'homme a plusieurs natures, si on veut. Mais on pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est un excès de combativité. Alors là, on va répondre à la question originale du départ. Un excès de combativité. Parce que l'individu, lorsqu'il a commencé tout son programme d'involution, d'évolution, de perfectionnement, a fallu, à l'origine, lui donner une certaine énergie pour lui permettre d'avancer. On lui a donné la passion pour la reproduction. C'est de ça qu'on a parlé en partie la semaine dernière. On lui a donné aussi pour sa survie la combativité. Alors, il a en lui une qualité émotionnelle qui est mâle dans son corps astral, qu'on appelle la combativité, qui lui permet, dans des situations où sa personnalité est en péril, de combattre pour la survie. C'est-à-dire que la combativité, elle est liée à un sentiment de survie. Et l'homme a besoin de ce sentiment de survie. Sinon, il n'aurait pas été en mesure de passer toutes les étapes antérieures. Il n'aurait pas pu traverser plus loin que l'histoire de Monsieur, Madame Homo erectus dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que déjà, à son origine, dans sa caverne, il devait combattre le stégosaurus, hein, puis le brontosaurus qui arrivait pour sa propre survie, pour pouvoir continuer d'avancer et éventuellement devenir un être comme on le connaît aujourd'hui. De telle sorte que tranquillement, cette combativité a été nécessaire. Sauf que lorsque nous n'avons pas le contrôle de notre émotionnel, lorsqu'on n'a pas le contrôle de ses propres énergies, ce qui se produit, c'est que ce prince étranger qui siège à l'intérieur de notre cerveau va se servir de nos corps et va se servir de nos expériences de conscience pour profiter à sa propre évolution et à son propre développement. Et il s'avère qu'une certaine catégorie d'intelligence dans les plans invisibles ont besoin de l'agressivité et ont besoin de pousser l'agressivité jusqu'à la violence. Alors, ils se servent d'une dimension qui, en l'homme, est bénéfique, c'est-à-dire cette force de la combativité, mais il la pousse à l'excès dans l'agressivité et il la pousse encore plus loin à l'excès dans la violence. Et ce qui nous plonge dans une société, dans une civilisation telle qu'on la connaît actuellement, où la violence devient quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait ordinaire et de tout à fait acceptable à la limite, puisque on voit comment la violence est présentée maintenant partout, sous toutes sortes de formes, sous toutes sortes de médias qui viennent comme nous préparer la conscience au fait que la violence est peut-être quelque chose de valable, et peut-être quelque chose même d'utile, peut-être même quelque chose de nécessaire. Alors on nous prépare psychologiquement par la télévision, on nous prépare psychologiquement par les romans, par l'écriture, pour que tranquillement, on en vienne à considérer cela comme un fait anodin ou comme un fait qui fait partie de la nature de l'homme. Alors que ce n'est pas véritablement la nature de l'homme. C'est une énergie qui est en l'homme, mais qui est mal utilisée ou qui est réorientée différemment par ce prince étranger pour le profit de ce prince étranger et non pas notre propre profit. Et c'est pourquoi je considère qu'à l'intérieur d'une recherche autour de l'agressivité, de se servir de l'agressivité, il faut faire de la science. Hein, rappelons-nous cette phrase célèbre d'un conférencier célèbre de Montréal, il y a des poissons qui flottent et des canards qui barbotent, et on me parle de science. Hein? Il avait dit, il n'y a pas de science sur la planète Terre, il y a une forme de science, il n'y a pas de science. Je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il n'y a pas de science. Ça, c'est évident sur la Terre. La forme de science la plus proche de ce que sera la science après le contact supramental, c'est ce qu'on appelle les sciences occultes, les sciences ésotériques, l'anthroposophie vextenaire ou des choses comme ça. Si on s'approche de cette forme de science qui est la plus près de cette science inspirée, si vous voulez, cette science christique ou supramentale, eh bien, là, on peut commencer à entrevoir. Je vous dis pas que le schéma que je viens de vous présenter, des 3 corps, des 3 âmes, des 3 esprits, et de commencer par l'émotionnel, ensuite l'éthérique et ensuite le physique, je vous dis pas que ça, c'est la vérité. Je vous dis pas que ça décrit la totalité du réel. Il y a aucune prétention de ce genre dans ce schéma. Sauf que c'est le schéma le plus près de la science. C'est le schéma qui est le plus utile, donc, et le plus pragmatique pour arriver à un résultat dans le sens de se servir de l'agressivité. C'est-à-dire de prendre cette énergie qui est naturelle, qui est bénéfique en l'homme, cette énergie de combativité pour aller dans une direction, mais la réorienter
prendre soi-même le contrôle de la chose et ensuite s'en servir. Comment? Eh bien, s'en servir pour un projet. On a un projet à réaliser, par exemple. On veut bâtir quelque chose, une maison, ou on veut structurer un groupe ou quelque chose du genre. Il s'agit de prendre donc cette énergie qui est au niveau de notre corps astral, qui est cette énergie du dynamisme, qui est cette énergie de l'action, et puis de l'orienter dans cette direction-là. Et de prendre le contrôle. Alors, éventuellement, il va y avoir des parasites. On va nous dire le projet est pas viable, ça peut pas se réaliser. Bon, il va y avoir toutes sortes de problèmes. Il va y avoir des obstacles, des périodes de dépression sur le plan psychologique. C'est là qu'il faut vaincre. Hein? Alors, toutes ces périodes de dépression, ainsi de suite, c'est les 10 plaies d'Égypte qui viennent comme ça et qui s'installent et qui affaiblissent, bon, l'intelligence étrangère même qui est à l'intérieur, qui risque aussi de nous affecter si on ne prend pas une distance. Donc, c'est là qu'il faut tranquillement prendre une distance par rapport à ces événements, c'est-à-dire se fixer un objectif très, très précis, et puis prendre cette énergie qu'on nous a donnée à l'origine pour notre propre survie personnelle et la mettre dans ce projet, la mettre dans cet objet qui est l'objet de notre quête, qui est l'objet qu'on veut réaliser. Et à partir de ce moment-là, il se fait un déplacement de cette énergie. Originellement, elle était pour la personnalité parce qu'on était en phase involutive. Maintenant, on est en phase évolutive, donc elle doit être déplacée de sujet et passer à une nouvelle réalité, qui est le projet, par exemple, de l'individu. C'est pourquoi des hommes comme Jean-Paul Sartre, les existentialistes, même qui ont tout nié, hein, qui en sont arrivés à l'absurde, même eux disaient que l'homme est projet. Bon, ils disaient qu'il était une pulsion inutile, mais ils disaient quand même qu'il était projet. Alors, Jean-Paul Sartre, Notre-Dame de Sarthe, Simone de Beauvoir, Camus, ils ont tous enseigné que l'homme était projet. Bon, parce qu'ils avaient saisi que, au moment où on vit actuellement, dans cette période d'évolution, l'homme est projet. Et que l'homme, pour faire une étape supplémentaire dans son évolution, doit devenir projet. C'est-à-dire doit cesser de s'identifier à sa propre survie en tant qu'entité individuelle ou personnelle et commencer à penser à la survie d'un projet qui lui est au-delà. Un projet qui est tellement au-delà de lui et qui est tellement avec une distance par rapport à lui qu'il se sente même immortalisé dans ce projet. C'est-à-dire qu'il met tellement son énergie de survie dans ce projet qu'il puisse considérer que sa mort n'affectera pas la pérennité du projet. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'un homme puisse en arriver à déplacer son énergie de combativité à un point tel que sa propre survie ne l'intéresse plus, mais que ce soit la survie de la chose dans laquelle il s'est investi. Autrement dit, il est capable d'extraversion, il est capable de prendre ce qui lui appartenait comme un moi et le donner à toi. Hein? Autrement dit, l'homme fait de son moi un toi pour toi. Et lorsqu'il est capable de prendre son moi, d'en faire l'abri de l'autre, le toi, hein, eh bien là, il a réussi une étape fantastique dans son évolution. Et c'est là où on en est. Alors, on peut parler pendant des heures de se servir de l'agressivité. Mais essentiellement, c'est là que ça se passe. C'est dans le déplacement. Et dans le déplacement dans un objet extérieur, dans un objet qui va être autre chose que sa propre personnalité. Parce qu'autrement, la force de combativité, la force d'agressivité orientée pour la survie de la personne va toujours dégénérer au niveau d'une agressivité d'une part et ensuite d'une violence. Parce que lorsque cette énergie est orientée vers la survie de la personne, elle est en harmonie vibratoire avec ces intelligences qui ont créé la personnalité. Donc, elles servent Pharaon, elles ne servent pas Moïse. Et tant que cette énergie sert Pharaon et ne sert pas Moïse, on ne traverse pas la mer Rouge. Et c'est essentiellement ça qui se passe. Donc, le jeu, à l'intérieur de se servir de l'agressivité, c'est de couper les armes de Pharaon. C'est de couper les armes de ce siège que nous avons au niveau de notre tête, au niveau de notre cerveau, et c'est de commencer à mettre cette énergie au profit de celui qui est sauvé les eaux. C'est-à-dire celui qui a pris une distance par rapport à sa propre condition émotionnelle, par rapport à sa propre condition astrale, si vous voulez. Alors, dans le quotidien, comment se manifeste à travers nos relations, les rapports humains, la vie de couple, cette entité que vous appelez le prince étranger et qui existe par siphonnage de nos énergies? Comment il se manifeste dans le quotidien, par exemple, dans un couple? Le prince étranger est très facilement identifiable par le fait qu'il se construit un empire pour lui-même.
Or, le prince étranger, c'est Pharaon qui veut conquérir. C'est le prince qui a son armée et qui assiège l'autre. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans l'expression prince étranger? C'est étranger. Et c'est prince, évidemment. Prince, ça veut dire celui qui a le pouvoir. Étranger veut dire qu'il a le pouvoir ailleurs. Il n'a pas le pouvoir où il devrait l'avoir. Eh bien, à l'intérieur du quotidien de tout individu, lorsque c'est le prince étranger qui contrôle un individu, et cet individu va exprimer exotériquement ou extérieurement la même chose que ce qui s'exprime à l'intérieur de lui-même. Donc, il va vouloir régencer une terre qui lui est étrangère. C'est-à-dire qu'il ne s'occupera pas d'en arriver à sa propre maîtrise de ses propres dimensions, mais qu'il va vouloir maîtriser les dimensions des autres. Ça s'exprime facilement par, notamment, avec une force quelconque, vous devenez, d'une certaine manière, cette force elle-même. Il y a identification. Il y a identification. Alors, cette identification, elle va devenir très subtile et va s'exprimer dans le monde quotidien par la lutte pour le pouvoir. Alors, cette lutte pour le pouvoir qu'on connaît, qui est absolument absurde, mais qui est d'une force incroyable. On ne peut pas s'imaginer jusqu'à quel point des hommes très intègres ont cette lutte du pouvoir, ont cette quête du pouvoir extraordinaire. Eh bien, cette quête, elle est directement liée à cette expression du prince étranger. C'est de vouloir tranquillement augmenter son empire et augmenter son contrôle des autres et ne pas laisser l'autre développer lui-même ses capacités. On en parlait hier soir ou avant-hier soir dans une réunion que j'ai eue à Sherbrooke et on parlait de ce fait que il y a des gens qui veulent exercer le contrôle, le pouvoir dans un cadre particulier et qui ne favorisent pas le développement et l'éclosion de cette autonomie chez l'autre. Et qui ne favorise pas le fait que l'autre puisse éventuellement se prendre en main. Ça se fait comment? Bien, par exemple, dans le domaine de l'ésotérisme, ça se fait en conservant les clés essentielles. Hein? Il y a beaucoup d'instructeurs, de conférenciers, de maîtres, de gourous, de ci, de ça, qui conservent pour eux les clés essentielles, c'est-à-dire les clés qui vont permettre que la chose se fasse finalement, et qui donnent seulement du lait, hein, du petit lait, puis même du lait écrémé, puis du lait en poudre. Hein, et ils donnent pas la nourriture solide, pour prendre les termes de Saint Paul. Évidemment pas le lait en poudre, mais le lait. Et c'est un peu ce qui se passe. Et ils conservent ces clés, et ils les conservent tellement qu'un jour ils sont vieux, et puis ils meurent. Puis les clés sont perdues. Hein? Bon, c'est les pharisiens hein, qui cachent les clés, qui n'entrent pas dans le temple et qui ne laissent pas les autres entrer. Eh bien, ça s'est vécu, pas seulement dans le milieu ésotérique, mais dans tous les milieux. Par exemple, dans une usine, des choses du genre, vous savez, il y a surtout les générations passées. D'ailleurs, il y avait cet esprit de ne pas donner sa méthode de fonctionner, ou les moyens que l'expérience nous avait permis d'avoir, pour pas que l'autre nous dépasse un jour ou qu'il prenne notre emploi. Dans la musique, par exemple, j'ai un ami qui est musicien, qui a été musicien longtemps, qui me disait les musiciens arrivent finalement à avoir certains trucs au niveau musical, certains arrangements qu'ils sont capables de faire, mais très souvent, ils vont cacher ça. Hein, ils vont garder ça comme la recette miracle. C'est le colonel Sanders, hein, c'est Kentucky, c'est ces choses. C'est le fait de conserver une recette secrète hein, et de ne pas la divulguer aux autres. Ça, c'est une expression quotidienne de ce prince étranger. De vouloir conserver le pouvoir pour soi et de ne pas favoriser l'éclosion d'une autonomie chez l'autre qui puisse lui-même devenir un individu qui va pleinement exprimer son pouvoir. Alors, c'est le fait de se réserver ces choses. Hein, et regardez la tradition, très souvent, elle a été malheureusement fondée là-dessus. Elle a été fondée sur des secrets qui étaient conservés, qui étaient finalement jamais donnés. Où on jouait simplement avec la psychologie du secret en disant plus tard, vous aurez le secret, c'était le secret de Polichinelle, au bout du compte, il n'y avait rien. Hein. Mais on se servait de ça quand même pour justement contrôler, si on veut, et empêcher que la personne puisse elle-même se maîtriser. Chaque fois que quelqu'un veut prendre le contrôle de vous-même, il y a le prince étranger. Alors, c'est très facile à voir, à percevoir, et évidemment, c'est des cas qui sont plus que multiples. En fait, il y a très peu de gens sur cette planète qui soient vraiment libérés du prince étranger. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment capables, comme le sauvé des eaux, comme Moïse, d'aller libérer le peuple hébreu. Hein? Si un jour, ça prend quelqu'un qui a un certain contact, ça prend quelqu'un qui a une certaine abnégation de sa propre personnalité. Si un jour, un individu est capable
de partir d'un lieu sûr et de s'en aller dans un lieu périlleux en Égypte pour libérer le peuple hébreu, là, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est plus sous la tutelle de ce prince étranger. Mais combien de fois nous allons trouver des raisons très fortes pour ne pas aller chez le prince étranger libérer le peuple hébreu? C'est-à-dire, on va trouver toutes les raisons utiles pour ne pas passer à l'action. On va être prêt, P-R-E-S, on ne sera pas prêt, P-R-E-T. C'est-à-dire qu'on va vouloir jouer avec le serpent, le S, on ne voudra pas prendre la croix, le T. Bon. Eh bien, c'est un peu le malheur de l'homme du 20e siècle. C'est d'en être à ce point où on n'est pas encore capable d'affronter au niveau de soi-même et ensuite au niveau du monde, cette espèce de pouvoir érigé en absolu qui veut tout contrôler. Et ce pouvoir érigé en absolu, la tradition l'a appelé Satan, le diable, ainsi de suite, parce que c'est un individu qui, à un moment donné, s'est considéré l'égal dans la tradition de la divinité, il s'est érigé en absolu. Bon. Eh bien, il y a en soi une partie qui est en fait une partie de nous-mêmes, parce que ce prince étranger n'est pas si étranger que ça. Il y a une partie en nous-mêmes qui s'est érigée en absolu et qui ne veut pas, en fait, que tranquillement, on retrouve nos esprits et que ces esprits puissent transmuer nos corps, et non seulement transmuer nos corps, mais attention au mot que je vais maintenant utiliser, immortaliser nos corps. Parce que la tradition a raison de dire que nous serons immortels de corps, d'âme et d'esprit. C'est-à-dire que ces corps qui se détruisent vont éventuellement s'immortaliser dans une expression supérieure, si on veut. Et ces âmes vont s'immortaliser aussi, et cet esprit, et ensuite on va être cette intelligence ultime, créatrice, qui va pouvoir faire des choses, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir passer sous un autre registre, si on veut, d'évolution, qui est l'évolution divine, si on veut. Mais pour réaliser cela, ce sera un combat qui sera à livrer. Et un combat qui n'est pas tellement d'aller avec l'agressivité, mais qui est plutôt de laisser mourir d'inanition. Si vous avez à l'intérieur de votre cerveau, parce que je vous dis, la ville, c'est le cerveau. J'ai fait des conférences là-dessus, je vous référerai des conférences qu'on a données autour de la Jérusalem céleste, tout ça. Je vais expliquer comment la Jérusalem céleste et Babylone, c'est le cerveau de l'homme. C'est très facile à établir les parallèles, peut-être qu'on pourra y revenir durant la période de questions, s'il n'y a pas trop de questions. Et cette idée-là est intéressante dans le sens où, si vous avez un prince étranger dans votre ville, qui est votre tête, qui est votre cerveau, eh bien, le meilleur moyen, c'est pas tellement de vouloir entrer dans la ville de force. Si vous entrez dans la ville de force, qu'est-ce qui va se produire? Ben, il est, ce prince, dans la place fortifiée. Il risque d'avoir des sentinelles, d'avoir des soldats, puis vous descendre lorsque vous allez essayer de monter le mur. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut essayer. Mais c'est plutôt en jouant avec le jeu de l'inanition. C'est-à-dire que vous vous placez autour de la ville et vous empêchez les vivres d'entrer. Or, tôt ou tard, le prince étranger n'aura plus de nourriture. Alors, lorsqu'il n'y aura plus de nourriture, autrement dit, vous assiégez la ville assiégée. Bon. Eh bien, c'est le modèle de la guerre du Moyen-Âge. Alors, si vous assiégez cette ville, vous empêchez les vivres d'entrer, tôt ou tard, le prince étranger va devoir abdiquer. Ça, c'est ce qui s'est produit en l'homme. Lorsque l'esprit de vie, ou l'esprit vital ou le supramental, est descendu sur l'homme, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un prince étranger au niveau du cerveau. Il ne s'est pas dit, je vais prendre les armes et essayer de le combattre. Ça ne sert à rien. Il s'est en allé au niveau du cœur. Bon. Et l'homme qui reçoit, au niveau du cœur, l'énergie supramentale, commence tranquillement à ne plus nourrir le néocortex du cerveau, c'est-à-dire la sphère de la pensée très rationalisée, très rationalisante, et le cerveau exotérique meurt faute de nourriture. Et après cela, il va entrer dans la ville, c'est-à-dire qu'il va monter et va siéger le cerveau archaïque, c'est-à-dire le cerveau intérieur, va prendre le contrôle de la ville, va prendre le contrôle de l'ensemble du corps, c'est-à-dire de la légion de cellules qui constituent notre corps. Eh bien, c'est un peu comme ça aussi qu'au niveau du corps astral, au niveau de nos émotions, il faut agir. On ne peut pas prendre une émotion d'assaut, parce qu'une émotion, elle est pure force d'action. Alors, si vous essayez d'opposer à une émotion, par exemple l'agressivité, la colère ou toute autre forme d'énergie, si vous essayez d'opposer plutôt à cette force, une force aussi d'action émotionnelle, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire simplement un espèce de mouvement branlien à l'intérieur de l'astral. Il va simplement se passer des frottements à l'intérieur de l'astral. Mais si plutôt, lorsque vous êtes sujet à ce type d'énergie, vous les laissez mourir,
Eh bien là c'est beaucoup plus facile. C'est comme les pensées mauvaises. On ne peut pas combattre pensées mauvaises. Vous avez une pensée négative. Vous êtes négatif dans la vie, etc. Bon, c'est très difficile à combattre ça. Plutôt, il faut plutôt la laisser s'exprimer complètement et puis s'éteindre. Bon, c'est les méthodes de méditation, de concentration, etc. Mais dans l'émotionnel, c'est la même chose. Vous avez une pulsion agressive. Il ne s'agit pas d'être agressif après votre agressivité. Il s'agit de laisser l'agressivité s'exprimer et prendre la distance et la vider tranquillement de son contenu émotionnel. Et plus tard, on peut prendre même des méthodes et simuler l'agressivité. Vous savez, dans la méthode d'arts martiaux, je suis en train d'étudier un peu ça, méthode d'arts martiaux et différentes techniques initiatiques qui viennent de cette région du monde où on a acquis un contrôle de l'émotionnel absolument extraordinaire, un contrôle de l'astral absolument extraordinaire, eh bien, on se sert justement de ces méthodes de simulation. C'est-à-dire qu'un homme qui veut contrôler son émotionnel, sa réaction émotionnelle par rapport, par exemple, à un affrontement ou à un ennemi, il va s'asseoir bien calmement dans son lieu privé et il va simuler à l'intérieur de lui-même une scène où il affronte l'ennemi. Et tranquillement, il va, parce qu'il y a déjà un détachement, parce que c'est quand même une simulation, il peut exprimer davantage son mental. Et c'est là-dessus que je m'en viens, évidemment, vous vous en doutez bien. Avec son mental, il va commencer à visualiser correctement la situation et tranquillement, il va ressentir l'agressivité, il va ressentir en lui les pulsions émotives, les pulsions d'action. Et il va, parce que c'est une simulation, avec son mental, être plus facilement enclin à contrôler tout ça. Et il va le faire pendant des mois, sans jamais combattre avec quelqu'un, mais simplement par cette simulation intérieure. Et un jour, l'entraînement est terminé. Et il peut partir, rencontrer un ennemi et vaincre de façon très, très simple. Parce qu'il a en lui développé cela. Dans les techniques de méditation, notamment le groupe de méditation du Nouvel Âge ici au Québec, on enseigne exactement la même chose. On dit, vous avez peur, vous avez une peur quelconque, hein, une peur des chats. Vous avez peur des chats. Eh bien, il s'agit simplement, parce que vous êtes dans votre maison où il n'y a pas de chat, hein, vous visualisez un chat. Et vous vous visualisez avec le chat. Hein, et vous essayez de vivre intensément en vous cette crainte et cette peur du chat. Alors, vous visualisez cette crainte, cette peur du chat, et tout à coup, vous vous dites, parce qu'évidemment, quand même, vous avez un peu plus de contrôle, c'est intérieur, mais ça vient très fort, vous vous dites, je n'ai plus peur des chats. J'ai vaincu le mirage de la peur du chat. Avec la force de ma volonté, je n'ai plus peur des chats. Oh, vous dites ça une fois, et puis vous refaites l'exercice pendant des semaines, et lorsque vous allez rencontrer un chat, vous n'aurez pas peur des chats. C'est la méthode de désensibilisation des allergies, hein, où on vous pique des doses de la substance à laquelle vous êtes allergique pendant un certain nombre de mois, en augmentant les doses, et tranquillement, votre corps s'habitue à cet agresseur, et finalement, vous êtes désensibilisé des allergies. De la même manière, vous pouvez vous désensibiliser d'une phobie, d'une crainte, à tel ou tel niveau, par cette simulation intérieure, mais qui va jusqu'à une profonde identification. Il ne s'agit pas simplement de visualiser comme ça, dans les airs, un chat. Il s'agit de vous identifier vraiment au moment où vous allez vous voir avec le chat. Hein, vous vous identifiez à la peur que vous avez réelle du chat, pour que intérieurement vous en ressentiez le dégagement d'adrénaline, vous en ressentiez l'effet physique, physiologique de cette crainte. Et alors là, vous vous désensibilisez doucement. Mais pour l'agressivité, c'est la même chose. Il s'agit de vous visualiser dans des situations d'agressivité et là, faire exercer votre intellect, votre mental. Et c'est là-dessus, évidemment, que l'auteur du titre de cette conférence voulait certainement que je parle, c'est-à-dire le contrôle mental de cette agressivité. Parce que si on veut se servir de l'agressivité ou de n'importe quelle force qui existe sur n'importe quel plan psychologique de l'homme, il y a un seul outil possible, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est ce que l'anthroposophie appelle le moi. Hein? Alors vous mettez le moi au centre, ensuite l'esprit... Ensuite, vous avez les trois esprits, les trois âmes, les trois corps. Mais au centre, comme point focal, et c'est le terme qu'on pourrait très bien utiliser, c'est l'intellect, c'est le moi. Or, ce moi est celui qui va activer, permettre le réveil en soi de la première dimension de l'esprit, hein, qui est ce moi spirituel ou cet esprit humain, qui va arriver à contrôler le corps astral et à constituer l'âme émotionnelle. Bon, c'est l'intellect qui fait ça. Donc, ce qui est le plus important en l'homme, c'est le mental.
c'est l'intellect. Parce que c'est le point focal. Quelqu'un qui perd son intellect, c'est quelqu'un qui est perdu pour toute cette vague de vie, pour toute cette vague d'évolution. Il est obligé d'attendre des créations futures pour poursuivre son évolution. Parce que il a perdu le trait d'union entre ses esprits, ses corps et ce récipient énergétique qu'on appelle l'âme. Donc, ce qui est primordial en l'homme, c'est ce qui distingue l'homme des règnes inférieurs, c'est son intellect, c'est son mental. Et c'est par son mental qu'il va arriver à contrôler l'agressivité. Pourquoi? Parce que le mental est le prince de son royaume. Et le royaume de l'homme, lorsqu'il est sujet du prince, qui est le mental ou qui est l'intellect, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'étranger qui entre. Une agressivité, c'est un étranger. Si le mental qui siège dans son royaume décide que l'énergie de l'agressivité n'entre pas, elle n'entre pas. Si ce mental décide qu'une certaine forme d'énergie de combativité s'exprime pour un projet, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'exprime. S'il décide que non, ça ne s'exprime pas. Parce qu'en l'homme, ce qui gouverne, c'est l'intellect. C'est le moi. Ce que Steiner appelait le moi. Et ce moi, il devient donc le point central de toute notre recherche de maîtrise à l'intérieur de l'individu. Et c'est lui qui est le prince. Donc, lorsque une émotion quelconque passe, il faut en arriver à la soumettre au mental. C'est-à-dire la soumettre au pouvoir qui, en l'homme, permet qu'une émotion soit, d'une part, canalisée, focalisée, si vous voulez, et d'autre part, circonstanciée, dans un contexte très particulier. Donc, l'émotion elle-même, un corps émotionnel lui-même, il est pulsion, il est pure pulsion. Alors, un animal, c'est pure pulsion. Ça ne répond pas à un cadre comme celui de l'homme, parce que l'homme, face à une situation, va pouvoir, selon la capacité de son mental, contrôler ses réactions pulsionnelles, si vous voulez. Un animal, si vous mettez un lion affamé devant une biche, il va sauter dessus. Vous mettez 10 lions affamés, ils vont avoir le même comportement. Mais vous mettez 2 hommes devant de la nourriture, ils n'auront pas le même comportement. Vous en avez un, par exemple, qui va manger, parce qu'il considère que c'est important qu'il mange, et ainsi de suite. Et l'autre à côté, qui a aussi faim que le premier, il peut bien décider, lui, qu'il ne mangera pas, parce qu'il fait une grève de la faim pour avoir le 3e secret de Fatima. Hein, ça s'est déjà vu. Alors, il décide de faire ça. Son mental, donc, lui permet, lui, en tant qu'individu, de réagir face à un stimuli ou un stimulus particulier que serait de la nourriture alors qu'il est affamé, de façon tout à fait différente d'un autre individu, de même espèce, avec la même faim, donc qui aurait normalement la même pulsion naturelle d'aller vers la nourriture. Donc de la même manière, et à tous les niveaux psychologiques, l'homme par son mental peut se distinguer et l'homme par son mental peut exercer une maîtrise et un contrôle. C'est ça qui fait que l'individu, que l'être humain est extraordinaire par rapport aux autres règnes. C'est cette possibilité de prendre lui-même maîtrise de ces choses. Alors que tous les animaux ont des princes étrangers. Et en fait, ils n'ont pas de prince du tout. Alors, il en faut bien un étranger, hein, qu'on appelle l'esprit groupe ou ainsi de suite. Alors, ils réagissent tous de la même manière. Mais l'homme lui-même a en lui ce pouvoir et cette autorité de se maîtriser, de se contrôler. Et c'est ça qu'il faut développer. Et ça se développe uniquement par des exercices comme je viens rapidement de vous exprimer, et par la détermination, et par l'acte de volonté de se dire, à partir de maintenant, je fais une chose. C'est pourquoi moi, je crois beaucoup à toutes ces vieilles méthodes qu'on enseignait dans les milieux spirituels ou religieux ou mystiques, où on demandait certains sacrifices, où on demandait que des personnes s'engagent à un certain programme de vie. Ça, je crois beaucoup à ça. Et peu importe la valeur intrinsèque de l'affaire. C'est-à-dire, vous décidez que vous n'allez pas fumer. Bon. À la limite, ça peut être bon pour votre santé, je suis d'accord, mais ça, c'est pas important. Hein, que ce soit bon pour votre santé ou pas. Il y a des gens, bon, j'ai passé l'après-midi avec mon grand-père, il a 85 ans, puis il ne cesse pas de fumer. Puis il a travaillé toute sa vie à pelleter de l'amiante dans les mines à Thetford Mines, puis dans la région de Black Lake. Alors, on dit... les gens qui ont pelleté de l'amiante, ils ont des chances d'être amiantaux. S'ils fument, c'est beaucoup plus de chances. Ils n'ont presque pas de possibilité de se rendre. Alors, il est très, très en forme, il n'y a aucun problème. Et puis, donc, il a vécu dans la période ancienne où à l'âge de 15 ans, il pelletait de l'amiante sans masque, rien du tout. Hein? Bon, les fibres, là, vous en aviez. Il n'y a pas juste à Genève qu'on s'inquiète là-dessus. Eh bien, il les a pelletés, puis il fume sans arrêt depuis sa retraite, puis il a 85 ans. Bon, il fumait avant.
Alors, c'est pas vraiment uniquement la question de santé. C'est pas ça qui joue. C'est la question de décider une chose puis de la maintenir. C'est pourquoi les écoles ésotériques et tous ces groupements qui ont demandé des promesses, qu'est-ce que ça change que la promesse soit ridicule ou pas? Ça n'arrange rien. Ça a créé une discipline intérieure de ne pas faire ceci, même si la pulsion interne naturelle portait à le faire. C'est ça qui est le hic là-dedans. Alors, on se demande comment se servir de l'agressivité. On ne peut pas se servir de l'agressivité si on n'a pas d'une discipline. Parce que notre prince intérieur, s'il n'a pas été entraîné militairement, il n'est pas capable de prendre le contrôle. On se plaint qu'on n'a pas la maîtrise de soi-même, qu'on se laisse manipuler. Alors, vous voyez des livres qui sortent, des livres de choc qui sortent là-dessus, de partout où on nous dit qu'on est contrôlé, qu'on est manipulé, qu'on est des pantins dans les mains de ci ou de cela. C'est un peu ça que je vous ai raconté au début de cette conférence. Mais puis on se plaint. On n'a pas à se plaindre, parce que si on est soumis à un prince étranger, c'est que nous-mêmes, on n'a pas les capacités et les qualités de régner. C'est ça. Alors, qu'on ne parle pas de se servir de l'agressivité ou de quoi que ce soit avant d'avoir établi en soi une discipline militaire qui nous permette de prendre le contrôle puis de prendre le pouvoir. Parce que si on a cette discipline, c'est nécessairement cet esprit intérieur qui va le prendre le contrôle. Donc, cette discipline, elle s'acquiert par des actes de volonté. Des actes où on prend une décision et où on la tient. Envers et contre toute adversité autour. Si on est capable de faire ça dans des petites choses qui sont insignifiantes, qui nous semblent ridicules, eh bien, on va être capable plus tard de le faire dans des choses beaucoup plus importantes comme la force d'agressivité. Si vous allez à quelque part, par exemple, où ils font des guimauves sur le feu, et puis que vous décidez que vous ne mangerez pas de guimauves sur le feu, puis qu'on vous en passe en dessous du nez, puis que vous n'en mangez pas, voilà. C'est ridicule de ne pas manger des guimauves sur le feu. Tout à fait ridicule parce que vous mangez une guimauve ou vous n'en mangez pas, ça ne change rien. Mais c'est ça que l'individu finit par se dire, ça ne change rien dans le fond que j'en mange une ou que j'en mange pas, donc je vais en manger une. Oui, ça change de quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change que vous n'avez pas été capable de supporter une décision qui a été prise. Alors, si la volonté, bon, évidemment, c'est une petite volonté, volonté de guimauve, mais c'est quand même une volonté. Si cette volonté-là n'est pas établie en soi, il n'y a pas d'autres volontés qui pourront s'établir. C'est ça le jeu. Et c'est ça le quotidien. Vous me parlez d'un quotidien, vous me parlez d'une vie ici et là, mais c'est là que ça se passe. Ça se passe dans des choses qui paraissent tout à fait farfelues au départ lorsqu'on les regarde de manière superficielle. Lorsqu'on les regarde avec un petit peu de profondeur, on se rend compte que tout l'entraînement ésotérique, que toutes les clés initiatiques, que tous les secrets qu'on recherche ici et là dans ces écoles, dans ces groupements, etc., ils étaient tous dans une pratique tout à fait ordinaire de la vie, qui est celle d'exprimer certains principes que l'on choisit, qui ne sont pas la vérité, mais qui sont un principe utile, un outil pour exprimer cette force de volonté. Et ce qui est le plus important dans les siècles à venir chez l'homme, c'est la volonté. C'est qu'il soit capable de se prendre totalement en main et de se servir de son agressivité. Parce que lorsqu'il va contrôler, cette force d'agressivité qui est dans son astral, qui est la portion mâle de cette dimension astrale, il va la maîtriser. Et il va se servir de cette énergie, va faire des colères mentales, dirait Daniel Kahn, il va se servir de cette énergie et va l'exprimer lorsque le besoin s'en fait sentir. Sans être lui-même affecté émotionnellement, mais en se servant d'une énergie qui lui appartient pour réaliser un résultat quelconque. Parce que l'agressivité, c'est une énergie d'action. Vous prenez cette énergie d'action lorsque vous êtes dans une situation où vous avez besoin de passer à une action quelconque, et vous l'utilisez. Et vous n'êtes pas vous-même affecté et vous ne perdez pas le contrôle. Vous ne perdez pas les esprits. C'est ça. Alors, si on est capable d'arriver à cela dans des choses banales, on sera capable d'arriver au niveau de l'agressivité. Mais quand bien même qu'on ferait tous les cours de psychologie des profondeurs et toutes les recherches que l'on voudra autour du problème d'agressivité, on se perd. C'est pourquoi je vous disais, on peut donner une conférence d'1 heure sur ça, servir de l'agressivité, puis avoir rien dit, puis pas être plus avancé par la suite. On peut avoir des belles théories sur l'agressivité, sur la manière de la contrôler, mais si on n'est pas capable de ne pas manger de guimauve devant un feu, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va se passer. Rien. Quand bien même qu'on aurait les plus belles méthodes occultes, ésotériques, de l'homme nouveau, peu importe, on n'arrivera à rien, parce qu'on n'a pas la volonté. Et on n'a pas la discipline du prince, qui est celle d'être en mesure de régner devant toute énergie contraire, d'être le monarque, d'être l'aristocrate. C'est les termes qu'on a employés la semaine dernière.
Je vais en revenir au couple parce qu'il me semble que c'est le terrain de prédilection de la manifestation de ce prince étranger, de ce corps étranger, de ce passager clandestin, de cette entité qui est Légion, en fait, dans sa manifestation, et qui se manifeste donc par le contrôle, l'englobement, la domination, à la fois sur celui qui lui donne asile et dans les autres, dans nos proches, en ruinant leur vie à chacun. Lorsque la chicane pogne dans un couple, puisqu'on est tous dotés d'un de ces passagers clandestins, d'une de ces entités, donc on en a chacun un, en plus d'avoir une belle-mère, mais enfin, ça, c'est quoi, une autre affaire. On peut dire à ce moment-là que dans la chicane, ce ne sont pas les deux individus qui se battent foncièrement, mais ce sont les deux entités qui sont en duel l'une contre l'autre. Et que les individus pensent qu'ils se battent l'un contre l'autre dans le couple, alors que c'est simplement parce qu'ils se sont identifiés avec l'entité. Et est-ce qu'il serait donc pas préférable, avant de vouloir le faire mourir de faim, être capable, être en mesure de l'identifier lorsque la querelle pogne dans le couple déjà, le localiser cette entité-là, à travers des exemples comme ça dans la vie. Mm-hmm. Ben, vous connaissez l'expression l'homme est un loup pour l'homme. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? L'homme est un loup pour l'homme. Ça veut donc dire que l'homme devient quelque chose d'autre pour lui-même, pour l'humanité. Donc, qui est ce loup? Hein? C'est cette entité qui est en l'homme. Mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant, vous dites un combat entre ces deux entités. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce ne sont pas deux entités, justement. C'est une même entité. C'est l'entité de la domination. Et l'entité de la domination n'est pas multiple dans sa nature. C'est dans son expression. C'est ça. Oui. C'est une seule grande énergie qui s'affronte elle-même. Alors que l'entité contraire, qui est ce prince qui règne en l'homme, est aussi une seule énergie, mais de communion, de travail en commun. Alors, si on regarde dans une manifestation de couple, ce qui est votre problématique régulière, eh bien, on se rend compte que ce prince étranger, lorsqu'il va se manifester de manière subtile. Et j'aime votre intervention lorsque vous dites que c'est une identification qui se produit, parce que véritablement, l'homme devient un loup. Hein? Il est loup. Hein? Et c'est très difficile de prendre une distance par rapport à cette portion de nous-mêmes, parce que c'est une portion qui a été, d'une certaine manière, nous-mêmes. Et on lui doit même quelque chose, parce que c'est elle qui a fait que nous sommes arrivés à l'état où nous sommes actuellement. C'est-à-dire que tout notre bagage émotif, vital, physique, et héréditaire, génétique, tout ce bagage-là a été, d'une certaine manière, accumulé et développé par cette force interne, qui est cette force de domination. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'évolution, c'est plus son temps de manifestation, il doit partir. Et c'est très pénible et très difficile à l'intérieur d'une chicane, par exemple, ou alors deux corps astrales qui sont dynamisés par cette force vont s'opposer. Très difficile de prendre une désidentification. On peut le faire que par un mental entraîné, et un mental entraîné qui sait reconnaître à la moindre opposition la manifestation de cette force. Donc, du moment qu'il y a opposition entre deux êtres qui s'élèvent tous les deux en absolu face à un point, là, on sait que c'est le prince étranger. Mais c'est évidemment, lorsqu'on est dans le feu de l'action, c'est là que c'est difficile. C'est pourquoi je propose cette méthode sage de faire soi-même cet entraînement avant d'arriver à l'attaque. Et c'est dans le feu de l'action que les gens vont dire mes actes ou mes paroles ont dépassé mes pensées. C'est donc vraiment la preuve qu'il y a une prise de contrôle de l'individu à ce moment-là, ou dans les deux cas. Ah, c'est sûr que la personne perd complètement le contrôle, perd complètement la maîtrise. Ça c'est évident. Donc, il y a des actes, il y a des moments dans la vie où on l'a pas du tout le contrôle, où le contrôle est complètement dans une crise de colère, vraiment une bonne crise de colère. C'est ça qui est l'insulte suprême. Moi, je trouve que c'est une insulte suprême. Que l'homme, et c'est juste conscientiser cette insulte, c'est assez. Que l'homme conscientise une seule fois dans sa vie qu'à un moment donné, il n'y a plus le contrôle de ce corps-là. Qu'il a dit des choses qu'il ne voulait pas dire, qu'il a fait des choses qu'il ne voulait pas faire. Ça c'est l'insulte suprême pour l'esprit en lui
qui devrait normalement siéger sur ces choses. Et c'est lorsqu'on réalise ça et qu'on est capable, rétrospectivement, de regarder ses actions, de dire, ben là, j'étais pas là. Là, on se rend compte de la faiblesse de l'esprit. Et là, on commence à faire cet entraînement qui va nous conduire justement à la maîtrise et au contrôle de la chose. Alors, c'est une prise de conscience qu'il faut faire. Il faut intégrer ce phénomène-là pour ensuite désintégrer l'entité en question. Et dans un couple, ça demande peut-être de faire front commun une fois qu'on a identifié la manifestation. Tout à fait. Et je connais beaucoup de personnes qui vivent en couple et qui font, comme vous dites, front commun contre l'adversaire, contre ce prince étranger. Ils y réussissent. Le couple, c'est la même chose que le travail célibataire, sauf que c'est fait dans la voie humide, c'est fait avec le support d'une autre personne. Ça a ses facilités, ça a ses difficultés. C'est ce même travail de combat. Donc, si on veut le faire en couple, il faut que les deux fassent front commun. Il faut qu'ils fassent une seule chair, si vous voulez. Sinon, évidemment, on n'arrive à rien. Et s'ils font cela, eh bien, le travail est plus facile. Mais avant que ça se réalise, c'est le plus difficile. C'est le choix. La différence entre le célibataire et le couple, c'est que dans le couple, c'est l'amour qui est en jeu. C'est toujours l'amour qui est en jeu. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en groupe, c'est toujours l'amour qui est en jeu. C'est toujours cette force d'amour qui veut s'exprimer, qui est la force d'unité, qui est ce prince intérieur.